Tous, donc nous commençons une nouvelle vidéo sur un volet plus théorique de l'analyse de la structure sociale. Alors, cette vidéo risque d'être un peu longue puisque on va aborder la théorie de Karl Marx et donc bon, c'est une théorie très intéressante, mais ça suppose de poser pas mal de vocabulaire euh, typique de sa théorie. Donc, euh, donc je vais aller à l'essentiel pour essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. Mais alors, soyez pas étonnés non plus. Voilà, vous avez beaucoup de matière à écrire, c'est clair, mais c'est écrit de manière très simple. C'est-à-dire, voilà, mieux vaut beaucoup de textes à écrire qu'on peut lire simplement plutôt que voilà, des choses très courtes, mais parfois un peu obscures qu'on comprendrait pas. Donc, soyez pas inquiets. Mieux vaut que vous en ayez trop à écrire, quitte après à pouvoir simplifier vous-même, hein, c'est l'avantage, hein. C'est plus facile de résumer quand il y a de la matière, plutôt que d'essayer de lire entre les lignes quand c'est très court. Ok? Donc on y va. On passe au grand 2 dans le plan, les débats sur l'existence des classes sociales en France. Alors ça va nous occuper un petit moment. Alors, la question de savoir quels sont les meilleurs critères à mobiliser pour former des groupes susceptibles de rendre compte le mieux possible de la structure sociale et des inégalités qui la traversent est un débat ancien. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur de notre propos, si vous avez fait attention, c'est que le sociologue doit trouver les bons critères pour faire des groupes. Les gens qui auront ce critère en commun, on les mettra dans le même groupe, et on verra ensuite si les groupes ainsi formés nous permettent de mieux comprendre la structure des inégalités de notre société. D'accord? Je vous renvoie à cet exemple un peu hasardeux qu'on avait pris sur la couleur des yeux, pour que vous vous rappeliez que c'est toujours la même démarche, hein. Les couleurs des yeux, c'était pas ça. C'était pas le bon critère. Il y avait les PCS avec Bourdieu, c'était un critère plus intéressant. On a vu d'autres critères, comme l'appartenance de genre, la position dans le cycle de vie, bon, et ainsi de suite. Donc cette idée que il faut trouver les bons critères pour faire les bons groupes, qui vont rendre compte des inégalités, c'est un questionnement ancien, si vous voulez. Il débute, je reprends ici, il débute avec l'essor de l'industrialisation. Alors on dit aussi révolution industrielle, hein, mais bon, ça, comme c'est pas forcément si soudain que ça, et que ça prend un peu de temps, voilà, moi j'utilise plutôt l'expression industrialisation pour bien montrer que c'est un processus qui s'étend sur plusieurs décennies. Ça débute avec l'essor de l'industrialisation qui débute à la fin du XVIIIe siècle. D'ailleurs, il manque un bâton. Donc vous voyez, fin des années 1700 en Angleterre et début des années 1800 pour la plupart des autres pays qui se développent à l'époque. Donc, industrialisation et essor ou développement de ce qu'on appelle le capitalisme. Donc, on va y revenir plus tard sur c'est quoi le capitalisme, hein, de manière très simplifiée et voilà, probablement un peu caricaturale. Mais voilà, le développement de ce qu'on appelle le capitalisme, ou en tout cas un développement sans précédent. Le capitalisme, en fait, c'est très ancien. On en trouve des traces durant l'Antiquité. Mais donc, bon, on dira plus en détail ce que c'est après. Alors, on oppose traditionnellement deux approches de la structure sociale. Alors, on les oppose parce que c'est pratique pour faire des sujets de bac, hein, mais bon, bien souvent, elles ne s'opposent pas en totalité. D'accord? Donc, elles ne s'opposent pas en tout point. Ces deux analyses sont d'une part celle de Karl Marx, qu'on va voir dans cette vidéo. S'en suivra l'analyse de Max Weber, qu'on verra dans une autre vidéo. Donc là, on attaque l'analyse de Marx. Alors vous notez le plan. Les analyses traditionnelles de la structure sociale, les inégalités, petit 1, des inégalités principalement structurées par l'appartenance à une classe sociale. Deux points, l'analyse de Karl Marx. Donc, ça veut dire, si vous avez bien compris, que c'est l'appartenance à une classe sociale qui va être le critère pertinent pour Marx pour faire des groupes. Et de ces groupes, on pourra observer les inégalités, voir s'il y a une cohérence entre la distribution des inégalités dans la société et l'appartenance à une classe sociale. Ok. Alors pour démarrer ce point, une petite citation de Karl Marx
Donc, le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le moulin à vapeur, la société avec le capitaliste industriel. Donc, c'est une citation d'un ouvrage de Karl Marx qui s'appelle Misère de la philosophie, publié en 1847. Alors oui, au passage, je n'ai pas présenté Karl Marx, mais donc c'est un penseur, hein, vous voyez, alors vous avez ses dates de vie et de mort juste ici, avec sa photo, 1818-1883. Donc c'est un philosophe, mais aussi un sociologue, un historien, un économiste, voilà, quelqu'un d'extrêmement érudit, et qui a eu une analyse extrêmement profonde du fonctionnement du capitalisme, d'accord, qu'il a vu apparaître en fait, qu'il voit se développer sous ses yeux à son époque. Donc ça a donné lieu à un certain nombre de publications très importantes, comme le Manifeste du Parti communiste. On va en parler plus tard, hein, c'est lui en grande partie qui est l'inventeur de ce qu'on appelle le communisme. Donc vous voyez bien que voilà, politiquement, le Parti communiste, tout ce qui a trait au communisme, ça démarre de Karl Marx. Donc c'est quand même pas, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Alors donc, alors commentaire de la citation. Donc cette citation de Marx est très célèbre, figurez-vous, euh, car elle condense en peu de mots une idée importante dans son œuvre, à savoir que la société est organisée en fonction de la manière dont elle assure la production des biens nécessaires à sa survie. Alors, bon, je vais dire un peu les choses deux fois à chaque fois, mais l'idée de Marx, c'est de dire que le niveau de la technologie dans une société, avec laquelle on va se servir pour produire des biens, des marchandises dont on a besoin, eh bien, c'est ce niveau de développement de la technologie qui conditionne la façon dont la société est organisée. D'accord? Plus une société progresse en matière de technologie, de manière de produire, plus elle change de manière de s'organiser. La société sera organisée différemment parce que la technologie qu'on utilise pour produire évolue également. Alors je le dis autrement ici, c'est une reformulation. Ainsi, d'après lui, c'est parce que les moulins fonctionnent de manière rudimentaire, donc vous voyez, à la force des bras, hein, de manière rudimentaire, au Moyen Âge, que la société est organisée de manière féodale. D'accord? Je vous renvoie à vos cours d'histoire sur c'est quoi la structure féodale, hein, des seigneurs, des suzerains, des vassaux. Bon, vous connaissez ça. Euh, de même, une société où les moulins fonctionnent à la vapeur, donc vous voyez bien, on change de technologie, hein. Là, les moulins, ils fonctionnaient à la force des bras, là, ils fonctionnent à la vapeur. Donc c'est une nouvelle technologie, la vapeur. Et donc c'est plus performant. Donc une société où les moulins fonctionnent à la vapeur et sont donc plus performants sera organisée autrement, par la force des choses, pourrait-on dire. D'accord? Ça, c'est moi qui mets ça entre guillemets, hein. Il s'agira alors d'une société dite capitaliste, voire suite du cours. Ça va? Donc, c'est l'idée que comme on change de manière de produire, parce qu'on découvre de nouvelles énergies, de nouvelles techniques de production, ça a un impact sur la manière dont est organisée la société dans son ensemble. Ok? Donc là, c'est parce qu'on passe du moulin à bras au moulin à vapeur que la société passe d'une société féodale, organisée de manière féodale, à une société organisée selon un mode capitaliste. Plus généralement, à chaque époque de l'histoire, selon Marx, a existé ce qu'il nomme une relation de domination entre deux groupes distincts. Donc ça, c'est un peu la théorie générale de Marx, hein, c'est que à toute époque, il y a toujours eu deux groupes principaux dans la société qui sont dans une relation de domination. Ça veut dire qu'il y en a un qui domine l'autre. D'accord? Il y en a un qui, quelque part, exploite l'autre. Alors je poursuis. Et cette domination d'un groupe sur un autre concernait le partage des richesses produites, le groupe dominant s'accaparant toujours la plus grosse part des richesses. Alors des exemples, hein. Durant l'Antiquité, Marx montre qu'il y a une relation de domination entre d'une part ce qu'on appelle les patriciens, qui est le groupe dominant, et les plébéiens, qui est le groupe dominé. D'ailleurs, les plébéiens qui donnent dans le langage courant l'expression plèbe. C'est la plèbe. On dit souvent ah oh, ça c'est la plèbe. Ça veut dire c'est les pauvres, c'est voilà, c'est la masse des gens, la populace. Voilà, c'est dans une acception assez péjorative, hein. Donc ça vient de là. Donc les plébéiens. Euh, Durant le Moyen Âge, là ça change, hein, s'opposaient deux autres groupes. D'une part les seigneurs, qui sont donc les dominants de la période, et d'autre part les paysans, qu'on appelait également, vous voyez, les serfs.
qui sont donc le groupe dominé, et qui travaillent en gros pour les seigneurs qui font labourent le champ, et voilà, en échange d'ailleurs de la sécurité de la part des seigneurs. Et enfin, dans la société industrielle, s'oppose toujours, puisqu'on est toujours dans une société industrielle capitaliste à l'heure actuelle, hein, s'opposent d'une part les bourgeois, qui sont, on va en reparler plus tard, hein, les bourgeois, également appelés propriétaires des moyens de production, qui sont donc les dominants, et d'autre part les prolétaires, qui sont donc le groupe dominé dans ce type de société. Ok. Alors, revenons sur ce qui nous concerne plus précisément. Tout ça, c'était un peu on va dire, du cadrage, hein, pour contextualiser la théorie de Marx. Maintenant, rentrons plus précisément dans ce qui nous intéresse, à savoir la notion de classe, puisqu'il s'agit donc de décrire comment est structurée la société alors française, mais voilà, peut-être plusieurs sociétés caractérisées par le fait d'être des sociétés industrielles. Alors, on attaque ça, donc vous notez le petit a. Rapports sociaux de production et classe sociale. Alors il y a beaucoup de guillemets, parce que là on commence à placer du vocabulaire typiquement marxien, d'accord. D'ailleurs quand vous écrivez, vous dites plutôt marxien pour désigner du vocabulaire ou une théorie liée à Karl Marx. Souvent vous croisez aussi le terme marxiste. Bon, le terme marxiste c'est plutôt pour désigner les analyses politiques, d'accord. On dira de quelqu'un qu'il est marxiste parce qu'il croit dans les thèses développées par Marx et il a envie de changer la société dans le sens que Marx propose. Donc c'est plus scientifique et beaucoup plus, on va dire simple, politiquement correct, on va dire, de dire marxien dans une copie que dire marxiste. Bon, c'est pas très grave, mais c'est une habitude à prendre. Alors je reprends, ou je commence plutôt. Donc pour Marx, il n'y a qu'un seul critère permettant de former des groupes pertinents pour décrire la structure sociale et les inégalités qui la traversent. Ce critère, c'est la place qu'occupe chaque individu au sein de ce qu'il nomme les rapports sociaux de production. Alors, les rapports sociaux de production, c'est quoi? Ça désigne les modalités par lesquelles les hommes, et les classes sociales du coup, entrent en relation pour produire, échanger et répartir ça veut dire partager, hein, répartir les richesses. Alors, le mot rapport sociaux de production, parfois, il est difficile à saisir, parce qu'il y a le mot rapport. Alors, vous m'avez eu en cours, hein, vous savez que dès qu'il y a le mot rapport, ça veut dire que soit c'est une division au sens mathématique, soit c'est le fait de mettre en contact. D'accord. Mettre en contact, on va faire un rapport par exemple. Ah, je vais faire un rapport sur ce qui s'est passé. Ça veut dire on va raconter à quelqu'un qui n'était pas là un certain nombre d'événements. On va lui rapporter ce qui s'est passé. Alors ça donne aussi lieu à des expressions. On dit ah lui c'est un rapporteur. Lui, c'est un rapporteur. Ça veut dire il va raconter. Ok, donc rapporter ou faire un rapport, c'est mettre en contact deux éléments. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, j'espère que vous avez compris. Donc, donc les rapports sociaux de production, c'est comment est-ce que les gens ils entrent en contact les uns avec les autres pour produire ce dont ils ont besoin, échanger ce dont ils ont besoin et voilà, se partager les richesses. Donc rapport, c'est comment ils entrent en relation. Sociaux, ça veut dire au sein de la société, c'est comment les gens ils entrent en relation et dans le but de produire. D'où l'expression du coup rapports sociaux de production. Alors, Marx a une approche dite réaliste de la structure sociale. Alors ça, c'est une opposition que vous pouvez rencontrer, hein, on verra ça après avec Weber, qui lui a une approche dite plutôt nominaliste. Donc pour Marx, lui, il a une approche réaliste de la structure sociale, ça veut dire quoi? Car pour lui, les groupes qui structurent la société existent réellement, c'est-à-dire que les groupes sont délimités de manière précise euh, et sont composés d'individus qui se reconnaissent dans ce groupe. Ils ont un sentiment d'appartenance et ils ne peuvent pas changer de groupe. Donc une approche réaliste, ça supposerait, alors c'est un débat philosophique en fait, hein, qu'on ne peut pas avoir nous, mais vous pourriez peut-être le croiser en philosophie. C'est l'idée que voilà, les classes existeraient en elles-mêmes. Voilà, elles auraient une vraie existence dont il suffirait de rendre compte en les décrivant. Qu'on n'aurait pas besoin de construire la classe par le travail du sociologue. Bon, Marx, lui, dit que voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, il suffit de regarder en face de nous et on voit qu'il y a des classes. On les observe physiquement. Elles fréquentent les mêmes endroits, ils ont les mêmes modes de vie. Bon, voilà. Donc il suffit de regarder pour les voir, en fait. C'est aussi simple que ça.
On verra que aujourd'hui c'est un peu moins simple, c'est dans la suite du chapitre. Mais donc on parle d'approche dite réaliste. Alors une remarque. Euh, donc, donc les modalités par lesquelles les individus entrent en relation pour produire, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais aller vite du coup, dépendent du niveau de développement des capacités de production humaines, c'est-à-dire du degré de développement de la technologie. En effet, à partir du XVIIIe siècle apparaît ce que Marx nomme le mode de production capitaliste. Le mode de production capitaliste désigne une forme d'organisation de la production des biens et des services reposant sur l'existence du salariat et de moyens de production détenus de manière privée. D'accord? Donc si on devait définir c'est quoi le capitalisme, en gros c'est une économie de marché, c'est un endroit où les gens produisent des choses et les échangent en utilisant de la monnaie comme intermédiaire dans les échanges contre ce dont ils ont besoin. Donc ça c'est une économie de marché, mais à quoi s'ajoute l'existence de ce qu'on appelle le salariat, c'est-à-dire la possibilité pour un employeur d'acheter le travail de quelqu'un d'autre contre un salaire, ce qui n'est pas forcément toujours autorisé, hein. Euh, L'idée qu'on puisse quelque part s'acheter le travail de quelqu'un d'autre. Donc le salariat, aujourd'hui ça existe, hein, le salariat. Donc ça c'est une caractéristique du mode de production capitaliste. Et l'autre caractéristique, c'est que les outils, les machines, tout ce dont on a besoin pour produire, eh bien, ça peut appartenir en privé à des gens. Ça n'appartient pas à toute la société collectivement, c'est détenu de manière privée par des gens. Il y a des propriétaires des machines, par exemple, des propriétaires des usines, des terrains. Ils détiennent ça de manière privée. Et si vous, s'ils ne mettent pas à la disposition des travailleurs ces moyens, bah, les travailleurs, les ouvriers ne peuvent pas produire. Ok. Donc grâce à de nombreuses découvertes technologiques, comme la machine à vapeur, il est possible de produire de nouvelles choses et en grande quantité. Mais pour y parvenir, les hommes doivent changer l'organisation de la production. Apparaissent alors les premières fabriques. On parlait de fabriques à l'époque, c'est ce qui précède un peu les usines, hein. Donc dites-vous pour simplifier que c'est les grosses usines, hein, les grosses usines industrielles. Donc c'est le début de l'industrialisation. Bon, je crois que je vais quand même faire une pause, je ne vais pas vous infliger une vidéo de 40 minutes d'un coup. On va faire ça en petits morceaux. Donc je coupe et je reprends ici juste après. A tout de suite.